Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur l'émission matinale de E-Télé le matin et c'est l'instant causerie avec nos confrères. Juste à ma gauche, j'ai Léa Glago, Séna Léa Glago, rédactrice en chef de Radio Tokpa. Bonjour. Bonjour Lali, bonjour à notre invité. Bonjour. Moi j'ai oublié ton nom là. Bonjour Latifou. Excuse-moi. Juste à côté de vous, Kader Achirou, journaliste animateur à Esae TV. Bonjour. Bonjour chers consoeurs, bonjour Latif, bonjour monsieur le politicien. Depuis ce matin, il était avec nous. Il s'agit de Landry Adelacon. Voilà, il est jeune acteur de la société civile. Merci d'être toujours avec nous. Bonjour madame la journaliste et voilà. Bonjour chers téléspectateurs de E-Télé. Je voudrais rectifier en même temps pour dire que je ne suis pas politicien. Il est bien évidemment Landry Adelacon. Expert peut-être en question électorale, mais c'est quand même un jeune acteur actif. Oui. Il est de notre. Alors, le débat ce matin, il n'est pas de l'ordre de l'expertise électorale, il n'est pas non plus de l'ordre des débats politiciens. On l'a vu avec les acteurs politiques. On ne peut finalement plus peut-être nous entendre sur ce qui est écrit et sur ce qui s'applique. Alors, qui pour jouer les rôles tampons de recherche, de chercheurs donc de paix? Sans doute, on tourne nos regards ce matin vers la société civile pour apprécier ses positionnements et son impact sur ce qu'est l'essentiel étant la paix. Aujourd'hui, avec la nature des débats, Séna Léa Glago, quel rôle, quel discours pour la société civile? Le rôle de la société civile, ça se joue depuis des mois que nous sommes dans cette situation. Notre rôle, c'est d'appeler véritablement à ce que chacun puisse se calmer, puisse suivre le cours normal des choses, qu'on ne se prête pas à certaines situations qui vont nous amener dans le décor. On l'a toujours fait sur ce plateau en demandant à chaque acteur de pouvoir véritablement jouer son rôle dans la paix, en faisant tout pour que notre pays puisse demeurer un pays de paix, puisque, qu'on le veuille ou non aujourd'hui à l'étranger de par le monde, c'est cette paix-là et cette démocratie que nous véhiculons au Bénin qui est achetée, qui nous est appréciée. Donc je pense que oui, nous avons un rôle à jouer, nous jouerons déjà ce rôle et nous jouerons davantage ce rôle-là parce que nous n'avons pas d'autre choix. Et comme je l'ai souvent dit sur ce plateau, c'est vrai qu'à un moment donné, les acteurs politiques disent qu'ils jouent leur rôle, mais nous, on ne doit pas se mettre dans ce rôle-là et attiser davantage le feu. Parce que quand ça va péter, on les retrouvera certainement pas, ou on les retrouve souvent pas, et on est seul face à notre destin, seul face à ces désagréments-là, à subir avec nos familles, alors que nous, on a besoin d'être là, on a besoin de rester dans le pays pour continuer à participer au développement de ce pays. Donc, notre rôle de paix, nous le jouons au quotidien en essayant tant bien que mal, par exemple en tant que journaliste, de calmer les ardeurs, de pouvoir donner la parole aux uns aux autres, de pouvoir situer les responsabilités, de faire tout ce qu'il y a lieu de faire pour que dans les échanges, dans les commentaires, dans les analyses, chacun puisse dire ce qu'il pense sans pour autant heurter l'autre et créer des conflits inutiles. Donc je pense que ce rôle, vous le jouez déjà en tant que journaliste. Maintenant, si je me mets du point de vue de la société civile en tant que simple citoyen, mon rôle de paix, c'est de pouvoir faire comprendre à tous ceux qui sont autour de moi que le plus important aujourd'hui, ce n'est pas qui a raison ou qui a tort, mais le plus important, c'est que chacun a sa raison, mais que cette raison ne devrait pas dépasser la raison de l'intérêt général qui veut que nous soyons tous en paix, que nous puissions passer cette période-là et que nous puissions aller de l'avant. Et je l'ai dit aussi sur ce plateau une fois, nous sommes en train de grandir. C'est vrai qu'il y a certains enfants qui font très tôt leur crise de croissance, mais il y a d'autres qui le font très tardivement. Donc je pense qu'à 30 ans de démocratie, on n'est pas encore en retard, on n'exagère pas en faisant la crise aujourd'hui parce que oui, tout le temps et très souvent, nous sommes allés à des compromissions, nous sommes allés à des arrangements qui nous ont toujours aidés. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus prêts. Quand je dis nous, chaque acteur n'est plus prêt. On s'en doute remis à plus tard la crise. Voilà. Et donc aujourd'hui, le fait est là, mais il faut qu'on se rappelle toujours que ce qui nous unit est toujours plus fort que ce qui nous divise. Et vous savez, dans une famille, par exemple, quand un acteur politique va à une élection, par exemple, et que vous n'êtes pas
même point de vue, ce n'est pas pour autant que vous le sortez de votre famille. Non. Ce n'est pas pour autant que vous dites qu'il ne peut plus être votre frère ou votre Et soeur. ça arrive, hein, Justement, le débat se fait, on sorte, on fait tout ce qu'on veut, mais après on se dit, bon, les élections sont terminées, ici on est en famille, on parle famille, on ne parle pas d'élections ici. Et donc, c'est ce travail-là que nous demandons à chaque citoyen de faire. Oui, vous avez vos arguments, l'autre aussi a également son argument. Écoutez-le, il n'est pas obligé de vous convaincre. S'il vous convainc, tant mieux. S'il ne vous convainc pas, vous gardez vos opinions pour vous et chacun joue son rôle. Et comme l'ont dit les évêques, les sages et les rois cette semaine, le plus important, c'est la conscience personnelle. Parce que vous savez, quand vous faites votre dur, ou que vous faites tout ce que vous voulez, à un moment donné, quand vous êtes seul avec vous, seul avec votre conscience et que vous réfléchissez, vous prenez du recul, vous dites, est-ce que ce que j'ai fait là, je n'aurais pas dû faire autre chose que cela? Est-ce que je n'ai pas été trop loin? Si l'autre aussi était resté dans la même position que moi, est-ce que ça n'aurait pas dégénéré? Donc vous vous posez des questions et des fois, ça vous ronge plus facilement. C'est pourquoi les grandes personnes disent souvent que l'appel de la conscience est toujours plus difficile à gérer. Et donc, je nous appelle à cette conscience-là et à cet amour pour la patrie. Tout le monde aime le Bénin, qu'on soit d'un bord ou d'un autre. Mais je pense qu'il faut toujours se le rappeler quand on veut aller dans un sens qui ne va pas bien, se dire, le Bénin est quand même à nous tous. Et on ne cherchera pas d'autres personnes pour venir développer ce pays si ce n'est des Béninois, même si hier ils ont été mauvais ou aujourd'hui ils sont mauvais. Ce sont des Béninois et ces Béninois doivent contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de ce pays. Très bien. Kader Achiro, est-ce que vous sentez cette société civile dans ce rôle? La société civile, pour ma part, essaie de faire de son mieux. En tout cas, les quelques organisations qui se réclament de la société civile et qui jouissent encore de la liberté qui doit être reconnue pour elles. Notons que la société civile, dès le départ, ne doit pas être politique, mais nous constatons avec beaucoup de désolation les accointances incestueuses entre les acteurs de la société civile et les acteurs politiques. Et donc, à ce niveau donné, quand on note cela, on se pose des questions sur les différents agissements de certains acteurs de la société civile, ce qui ne crédibilise pas leurs agissements, ce qui ne crédibilise pas leur discours. Je parle en ces termes, je ne vais pas peut-être spécifier certaines composantes de la société civile, mais quand on sait que peut-être par endroit, il y a un homme d'affaires qui contrôle de manière, je dirais, officieuse tout ce qui doit être des ressources financières qui vont faire fonctionner un organe, ne vous attendez pas à ce que cette composante de la société civile vienne tenir un discours qui serait en défaveur de cet acteur. Lorsqu'on constate également, avec beaucoup de désolation également, que au niveau des actions que doit mener la société civile, il y a des réunions qui sont tenues avec les politiques avant de mener ces différentes, je dirais, sorties médiatiques. Je crois que ça pose des questions, ça interpelle les uns les autres sur l'objectivité que doit incarner la société civile dans ces différentes prises de parole, dans ces différentes prises de position. Et donc, à ce niveau donné, on se pose des questions de savoir, est-ce que cette société civile aujourd'hui a les moyens matériels, les moyens humains et même les moyens financiers pour essayer quand même de calmer les ardeurs, parce que le problème est purement politique. Et s'il faut que la société civile s'y ingère de manière, je dirais, efficace, il faut véritablement qu'elle verse un peu dans la politique. La seule composante de la société civile qui, pour ma part, me paraît compétente dans la matière, sont que les religieux, qui, à travers un dialogue assez pacifique, pourraient quand même essayer de revoir les choses, de calmer les ardeurs. Mais dans le cas d'espèce aujourd'hui, le vin est plus ou moins tiré, et donc nous ne pouvons plus rester dans une dynamique de vouloir rebrousser chemin, mais plutôt essayer quand même de calmer ceux qui sont mécontents et de leur faire comprendre que la vie ne se limite peut-être pas à des échéances électorales, et que quand on est politique, c'est pour venir diriger un pays ou gouverner un pays, et qu'on ne vient pas diriger un pays, brûler un pays en cendres. Et donc à ce niveau donné, les calmer, les faire comprendre les enjeux du moment, et laisser ceux qui ont à mettre en œuvre une expérience démocratique, quitte à ce qu'au moment de juger cela aussi, nous pourrons avoir je dirais le quitus qui nous permettra de pouvoir sanctionner ou ne pas sanctionner. Mais dans le cas d'espèce actuellement, le rôle de la société civile, le rôle de nos religieux, c'est de calmer ceux qui sont mécontents, ceux qui agitent de part et d'autre les populations, ceux qui incitent les populations à la révolte et à l'insurrection. C'est eux qu'il faut calmer, et pour aller les calmer, il faut un discours assez consistant, il faut un discours assez novateur, parce que la plupart des discours qui sont tenus sont un peu récurrents et n'ont plus véritablement une connotation forte en matière de dissuasion. Et donc dans ce cas d'espèce, il faut véritablement que les religieux aillent les voir, échanger avec eux, pour que cette dernière semaine qui nous reste soit une semaine pacifique, et que nous n'assistions plus à des mouvements, je dirais,
à des agitations de fiefs électoraux parce qu'on estime qu'on maîtrise la pègre. Je crois que nous n'avons pas besoin de cela. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne vient pas diriger un pays en cendres, mais on vient peut-être continuer ou poursuivre les œuvres de développement engagées par un prédécesseur. Et donc dans cette dynamique, j'espère véritablement que les religieux, puisque c'est la seule composante pour ma part de la société civile, pour vous, c'est la seule composante efficace véritablement en ce moment. Contribuer dans le débat. Je les invite véritablement à prendre la mesure de la situation et à vouloir échanger avec surtout les anciens pour véritablement revoir les choses. C'est vrai, c'est mon avis, je le partage. Landry Adelakoum, vous êtes un peu plus dedans. C'est vrai que tout le plateau, c'est vrai, ce sont des éléments de la société civile, mais il y a quand même cette société civile-là plus au charbon, donc le plus souvent, cette partie-là organisée qui se réclame fortement de la société civile, porte-voix de cette société civile-là, son positionnement. C'est vrai que Kader remarque qu'elle n'est plus audible, cette société civile organisée. Vous faites la même remarque? Si ce n'est pas la même remarque, alors est-ce qu'elle a la même portée que par le passé? Est-ce qu'elle peut peser sur l'essentiel aujourd'hui, la paix, la recherche de l'essentiel? Merci monsieur le journaliste, et déjà je dois vous remercier pour le briefing et surtout avec vos collègues qui ont su rappeler que les journalistes également c'est la société civile, heureusement, parce que quand on parle de société civile on a souvent ce cliché de voir quelques organisations, et heureusement que monsieur Kader a parlé également des têtes couronnées et autres, les chefs religieux et autres qui font partie de la société civile. Ça c'est très bien. Et parlant du poids de la société civile, vous savez, il faut partir peut-être d'un constat, c'est que hier, la société civile était plus ou moins incarnée, en tout cas à la face visible, par certains acteurs qui, avec le temps, ont fait chemin de l'autre côté, qui sont devenus politiques. Ça aussi, c'est un droit. Et vous savez, avec le départ de ces gens dans le subconscient du Béninois, c'est que la société civile, elle est politique, c'est que la société civile n'a plus ce poids. Est-ce que vous voyez ce poids d'hier, donner un coup. Vous voyez, c'est un peu cela qui fait qu'aujourd'hui, quand on parle de société civile, on vous dit oh non, que société civile, il a dit que la société civile est plus ou moins politique aujourd'hui. Je pense que, en fait, il y a des conceptions. Quand on parle de société civile, je pense que la société civile, en réalité, ne souhaite être apolitique. La société civile est non partisane. Politique, mais elle est non partisane. Parce que quand vous êtes de la société civile, vous ne pouvez pas ne pas interférer sur des questions politiques. Vous ne pouvez pas ne pas aller en plaidoyer avec des acteurs étatiques, des acteurs politiques. Pour les le plaidoyer que l'on fait, c'est avec des acteurs politiques que ça se fait. Et cela voudrait dire que vous êtes en de bons thèmes avec tous les acteurs politiques. C'est pour cela qu'on dit, la société civile, quand les gens font des conceptions un peu trucs là, c'est un peu bizarre, elle est non partisane. Que ce soit en Allemagne, quand on prend la Friedrich Ebert, quand on prend la Konrad Adenauer, c'est deux idéologies différentes. En temps de crise, elle ne dira pas. C'est pour dire que au départ de la société civile, ce n'est pas une question d'apolitique et autres. Non, non partisane. Vous êtes avec les acteurs politiques, vous les écoutez et le plaidoyer, parce que ce n'est pas vous qui mettez en œuvre vos recommandations, vos suggestions et autres. C'est l'autorité étatique, c'est l'acteur politique, c'est le Parlement et autres. C'est ça qui fait que maintenant je comprends son inquiétude quand on sait que peut-être qu'il y a certaines organisations qui sont financées par des hommes politiques. Moi je ne sais pas. Cela peut arriver, nous sommes des humains et là je comprendrais mieux sa préoccupation. Je vous dis qu'aujourd'hui la société civile, je pense que quand certains sont partis en toute liberté, je peux dire qu'aujourd'hui ce qui reste, elle est consistante. Vous avez vu les événements, certaines organisations telles que Social Watch, Changement Social Bénin et autres qui se sont retirées de la plateforme et autres pour des questions que vous connaissez. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, ce que nous pouvons dire, c'est que la société civile garde toujours le lead. Elle a toujours, je dirais, en tout cas pour ma part, cette crédibilité de dire, voilà, quand vous suivez les événements, vous allez voir que dès le départ, la société civile a commencé par monter au créneau. Il y a eu des ateliers de construction de position à l'Infosec. Il y a eu la participation au séminaire qui a été organisé à Zalaï. Tout cela est là. Nous avons vu les récriminations. Déjà dès le départ, on disait attention. Voilà, faites ceci. Il y a eu plusieurs rencontres, que ce soit avec les chefs d'institution, la Cour suprême, le président de la Cour constitutionnelle et autres. Il y a eu ces rencontres-là qui, peut-être, n'ont pas été visibles. Mais beaucoup de choses ont été faites. Avant que nous ne soyons là où nous sommes aujourd'hui, maintenant que nous sommes là, je pense que chacun pourra tirer les conclusions. Mais ce que moi je continue de dire, c'est qu'aujourd'hui, et ce qu'on peut faire, c'est que la société civile continue d'être non partisane. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Est-ce que c'est visible? Vous savez, ce non-alignement là. Non, vous savez, ce qui fait que on trouve que par moment la société civile est peut-être partisane, c'est lorsque
vous vous fondez sur des principes pour dire que telle chose n'est pas correcte. Et quand vous le faites, celui qui trouve que ça ne l'arrange pas, trouve que vous êtes partisan, que vous êtes de l'opposition. Et quand vous trouvez que c'est des réformes qui sont nécessaires, vous avez vu dans ce pays qu'il a fallu de faire des révisions, il y a des... En tout cas, on trouve que là, c'est la mouvance. On trouve que c'est l'opposition. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la société civile n'est pas là pour jouer le rôle de l'opposition. Ni de la mouvance. C'est ce qui fait que les gens, quand ils sont de l'opposition, ils se disent, mais pourquoi la société civile ne réagit pas? Ce n'est pas le rôle de la société civile de jouer le rôle de l'opposition. Non. L'opposition a son rôle qu'elle joue. La mouvance a son rôle qu'elle joue. La société civile n'est rien de que l'interface avec les acteurs étatiques, les citoyens et autres. Et donc, il ne faut pas confondre les positions de la société civile par rapport à certaines choses. Mais quand vous prenez le déroulement des choses dans notre pays, on a vu qu'il y a eu des acteurs d'hier qui sont dans des positions et autres. Tout cela mélangé fait qu'on se dit, mais la société civile finalement... Mais je vous dis, nous sommes des humains. Nous sommes des humains. Mais ce que moi je sais, c'est que la société civile reste non partisane. C'est vrai qu'il y a eu peut-être des acteurs qui sont dans les rouages de la chose politique. Vous savez, à un moment donné de la vie, chacun s'assoit, fait un bilan et décide de ses nouvelles orientations, décide de ce qu'il faut faire. Mais pour ce qui est là, aujourd'hui, je vous dis que la société civile, elle est très crédible, elle fait un travail monstre et je crois que... travail visible. Vous avez vu, madame en a parlé, elle en a parlé. Parce que ce qui intéresse aujourd'hui, c'est la recherche de la paix. Quand la société civile ne se lève pas pour dire ce qui s'est passé, je ne sais où, ah non, c'est une entorse. Non. Quand la société civile le fait, vous voyez qu'on trouve que, ah là, c'est l'opposition. Quand elle se tait, ah là, c'est la mouvance. C'est difficile. Oh, les principes sont là. Parlons des principes, c'est mieux. Réaction Léa. Oui, je vais apporter des éclairages. Quand moi, je fais partie de la société civile et d'une organisation de la société civile. Mais on ne vous et j'y suis parce que je suis journaliste. Parce que quand on parle de société civile au Bénin, il y a 7 composantes. Je ne sais pas si je vais me rappeler de toutes les composantes, mais je sais qu'il y a les syndicats, il y a les journalistes, il y a les têtes sages et il y a les organisations non gouvernementales. Bon, peut-être que je vais me rappeler des autres, mais il y a... Oui, eux, ils sont tous ensemble dans un bloc. Donc, je fais partie donc de cette société civile. Ce que j'aimerais dire, c'est parce que peut-être on ne connaît pas très bien le rôle de la société civile, qu'on pense que le rôle qu'on voit jouer la société civile est le seul rôle que joue la société civile. La société civile est là pour être un trait d'union entre la communauté et ceux qui gouvernent et ceux qui dirigent. C'est vrai aussi qu'au Bénin, il fut une époque où des acteurs qui étaient entre-temps de la société civile ont pris un autre virage. Ce n'est pas interdit dans les tests. La preuve, quand ils sont partis, d'autres ont pris la relève. Je suis d'accord que la société civile est financée. Oui, mais pas par des acteurs politiques. Des personnes de la société civile pourraient être financées par des acteurs politiques, mais pas l'organisation qu'est la société civile. Et donc, il faut que cela soit clair. Mais quand mon confrère dit qu'aujourd'hui, excusez du peu, que seuls les religieux incarnent... Sont crédibles. Incarnent cette société civile crédible, moi je dis non. La religion n'est pas... Mais ils sont habilités aujourd'hui. La religion est par essence, mon cher confrère, politique. Et c'est la... Vous voulez que je vous explique? Quand on prend le cas de la France, c'est l'Église qui a tout le temps... L'État, c'est l'Église qui a tout le temps gouverné. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, on en vienne à la République. Et donc, qu'on ne me dise pas que... Et quand vous voyez même le monde aujourd'hui, quand on prend l'État du Vatican, c'est purement politique. Je ne dénie pas aux religieux d'avoir ce rôle-là. Est-ce que dans la configuration actuelle, on peut compter? Mais pour moi, on compte déjà, parce que moi je dis toujours que la charité bien ordonnée commence par soi-même. On compte déjà sur nous autres journalistes qui faisons partie de cette société civile. Pourquoi? Nous avons chacun d'entre nous, nous avons nos convictions politiques. Mais vous savez très bien, chers confrères, que c'est très difficile quand vous êtes journaliste de pouvoir porter votre volonté au devant de la scène, puisque vous parlez quand même à des gens qui ne veulent pas connaître votre coloration politique. Si entre-temps, votre chaîne a des orientations différentes que vous devez suivre, là, on peut dire que bon, vous êtes de la mouvance, vous êtes de l'opposition, vous êtes individuellement. Donc, c'est pour dire clairement que moi, je me sens crédible en tant que journaliste. Parce que je joue mon rôle de journaliste en respect des tests de la République et qui font que dans mon rôle de responsabilité sociale, je fais tout pour préserver la paix. Landry aussi se sent crédible. Alors, dans l'ensemble... Mais je suis en train de le soutenir en disant que la société civile aujourd'hui est crédible. Vous savez, le Béninois a un problème.
Que vous fassiez partie de la société civile ou même des politiciens tout court, quand le Béninois n'a pas ce qu'il veut entendre, c'est que vous êtes de l'autre côté. Et des fois même, on vous le dit pour vous heurter, pour vous voir réagir, pour sortir en vous, je ne sais pas, ce côté animal que vous avez, pour dire après que vous n'êtes pas ce que vous prétendez. Et je pense que c'est pour cela que j'insiste en disant que nous sommes crédibles, nous qui sommes ici de la société civile, parce que c'est un travail pas du tout facile à faire. Quand vous côtoyez tout le monde et qu'à un moment donné, il faut que vous restiez là, que vous ne preniez pas parti, c'est très difficile. Et moi, je pense aujourd'hui que la société civile béninoise est crédible. Certains acteurs peuvent ne pas l'être. Mais la société civile, quand on prend cette composante dans l'ensemble, elle est crédible. Est-ce que cette crédibilité, Sénat Léa Glago, est suffisante pour préserver l'essentiel? Parce que là, aujourd'hui, on sait que si on devait s'en tenir aux acteurs politiques, le débat, c'est un débat de sourds. Est-ce que la crédibilité de la société civile est suffisante? Oui, elle est suffisante. Parce que vous savez, depuis que cette histoire a commencé, je vous promets que si vous preniez des gens sur ce plateau, qui attisaient le feu chaque fois, et qui ne faisaient que ça, vous pensez que vous serez assis là à parler devant micros et caméras? Je vous promets que non. Parce que, à un moment donné, quand ça ne va pas, vous savez trouver les mots pour calmer les uns et les autres. Ce n'est pas un travail facile. Que quelqu'un qui vienne très bouillant, vienne sur un plateau, se calme, et aille posément donner son argumentaire, ou qu'il ait envie de gifler l'autre sur le plateau, et que parce que vous avez trouvé les mots pour lui faire comprendre que non, l'autre n'essaie pas de t'attaquer, c'est son avis, soit vous pensez que c'est facile? Ah non, moi je pense que nous jouons notre rôle dans toute sa crédibilité et nous allons continuer à jouer ce rôle. Ce qu'il est à souhaiter, c'est de pouvoir former les plus jeunes qui viennent après nous. Et on va en parler de pour que véritablement cette préservation de la paix puisse continuer. Parce que oui, ce que nous qui sommes ici aujourd'hui, nous avons déjà vu dans ce pays. Ceux qui sont là aujourd'hui ne l'ont forcément pas vu. Été témoins de ça. Il arrive des moments où, même en tant que simple journaliste, il y a des situations que vous vivez. Mais quand vous venez sur le plateau, vous devez faire un effort surhumain sur vous, malgré votre conviction personnelle, de ne pas attiser le feu. Donc moi, je pense que préserver l'essentiel dont vous parlez, nous jouons ce rôle. Et nous n'avons pas d'autre choix que de continuer à jouer ce rôle. Et c'est même pour ça que les tests sont là, pour nous encadrer, pour nous éviter d'aller dans le décor. La réaction de Kader, c'est vrai que quand on a parlé d'acteurs bouillants, en fait, c'était pas Non, je crois que, comme j'ai eu à le dire tout à l'heure, et peut-être je ne me suis pas fait bien comprendre, j'estime que la société civile, en l'état actuel où elle est, elle a un petit problème par rapport à son image, parce que par le passé, on a constaté qu'il y a eu une kyrielle de personnes qui ont pris la société civile comme un canevas pour entrer en politique. Et donc, arrivé à un moment donné, on a vu la société civile à un moment donné dans un rôle de radicalisation où on confondait la société civile avec les acteurs de l'opposition qui ont une célérité à distiller dans l'opinion publique nationale et internationale une addition de colère confuse. Et donc, aujourd'hui, où les choses sont en plein renouveau, nous estimons qu'il y a quand même un effort qui est fait. Ça, il faut le reconnaître. Il y a des acteurs ou des composants de cette société civile qui ne sont plus dans ce rôle qu'on a eu à décrire par le passé. Ou que certains, comme moi, ont eu à le décrire par le passé. C'est mon avis et je le partage. Il ne peut pas être celui des autres également. Donc, j'estime que quand on est journaliste ou bien quand on est professionnel des médias, je crois qu'il y a un minimum à faire. C'est-à-dire, il faut prendre quand même dans les écoles qui enseignent le journalisme, et cela a été enseigné. C'est parce que je suis journaliste que je ne vote pas. Donc, j'ai sûrement une conviction. Mais quand je rentre dans ma rédaction, en dehors de ma ligne éditoriale, je dois effectuer mon travail en toute impartialité et en toute objectivité et rendre compte sans prendre en compte les émotions. Parce que ce qui gêne véritablement, ce qui attise le feu, ce sont les émotions. C'est quand vous versez dans les émotions que vous commencez par gêner des gens. Si vous rentrez dans les émotions, soit vous êtes partisan pour le pouvoir, ou soit vous êtes de l'opposition. Et de là, de part et d'autre, vous avez des ennemis. Donc, je pense qu'il ne faut pas être dans les émotions et de là, à ce niveau donné, ça va se passer bien. Mais la presse elle-même, elle doit être beaucoup plus responsable. Et je crois que depuis que cette crise a commencé, comme Léa Glago l'a dit, on a senti une presse beaucoup plus responsable qui, dans la titraille, est beaucoup plus dans une dynamique de ne pas vouloir, je dirais, opposer deux camps. Parce que il ne faut pas faire la langue de bois, je ne peux pas le dire. Actuellement, nous avons deux camps. Nous avons ceux de la mouvance qui sont là, qui estiment qu'il faut rester fidèle aux thèses, et les autres qui estiment que, pour des raisons de bienséance et d'éthique, il faut que forcément
eux, ils participent à ce qui ont, à la fête à venir. Et donc, dans cette cacophonie, moi, je pense que la presse a joué son rôle, elle continue de jouer son rôle. D'ailleurs, cela entre partie intégrante. Et j'espère que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai pensé aux religieux parce que j'estime que les acteurs politiques, pour la plupart, quand ils font n'importe quoi ou quel que soit ce qu'ils veulent faire, vont toujours se ressourcer auprès des religieux pour avoir grâce et bénédiction. Et donc, quand un chef d'État ou un ancien chef d'État est devant un religieux, qu'il va tout le temps demander conseil auprès de lui pour voir si est-ce que ce que je vais faire est à la volonté divine ou la grâce divine. Quand il va vers ce religieux lui dit, lâche, ne va pas, laisse tomber, calme-toi, et la fois à venir, tu viendras. Je crois que ça peut avoir une connotation forte sur la conscience de cet acteur politique qui, devant peut-être un autre acteur de la société civile, peut-être une association à but non lucratif, qui va le voir, il va se dire, mais qu'est-ce que lui en sait? Qu'est-ce que lui en sait? Deux précédentes sorties, les imams au-dessous de leur rencontre avec le chef d'État, et aussi, on va dire, l'épiscopat quand même qui a donné de la voix. Ces sorties-là, on va dire, vous ont sans doute marqué aussi. Non, les sorties ont marqué, oui, mais est-ce que ceux envers lesquels les messages ont été destinés, est-ce qu'ils ont reçu les messages dans leur plénitude? C'est là le problème. Parce que parfois, il y a un problème. Le problème, c'est lequel? C'est que il y a un message qui est lu, qui est rendu public, mais on a comme l'impression qu'il y en a qui ne veulent pas lire le message. Ou peut-être ils lisent le message, mais dans une autre posture, en fait. Parce que depuis que cette crise a commencé, depuis un certain moment, il y a une myriade de messages qui jaillissent de part et d'autre, mais chacun lit les messages comme il veut les lire. On lit les portions qu'on veut lire. Et donc, dans cette subjectivité de lecture, nous ne pouvons pas espérer un meilleur résultat. Mais je crois que la répétition dans les messages fera qu'ils vont finir par prendre conscience et comprendre les enjeux actuels. Parce que Sénat Léa Glagua a dit quelque chose de très important tout à l'heure. Quand ça va péter, je crois qu'il n'y aura même pas la possibilité de se rendre sur un plateau, qu'on soit animateur ou cadreur ou journaliste, pour venir dire qu'on veut raconter quoi que ce soit. Et donc, dans cette dynamique, nous espérons que la paix sera préservée. Nous espérons que les différents acteurs vont agir pour le bonheur de la population, mais aussi pour la paix qui n'a pas de prix, parce que je crois, et je vais le dire pour finir, pour moi, pour la paix, il faut vraiment la paix. Et pour la paix, je préfère une injuste paix qu'une juste guerre. Ça, c'est véritablement très important. Voilà, dans cette société civile, il y a une nouvelle frange, une nouvelle génération 0.2 dont vous faites partie. Landry Adelakun est-elle suffisamment à la taille de l'enjeu? Merci Madame la journaliste. Et il me sera difficile de répondre à cette question en ce sens que je fais partie de la catégorie de ceux dont vous parlez. Oui. Et je fraîchement voudrais... de Dakar, ressourcé d'ailleurs. je voudrais ne pas verser dans le pédantisme, mais ce que je peux vous dire, c'est que depuis quelques années, il y a une génération qui est en train de naître, il y a une génération qui est en train de se faire former à l'école des anciens et qui progressivement prend la main et qui se trouve être associé à un niveau un peu plus ou moins élevé de la chose au niveau de la société civile, et c'est un plaisir pour nous d'ailleurs. Et quand on regarde les amis, les collègues et autres, on se dit que avec ce qui est en train d'être fait et dans les prochaines années, ça fera beaucoup bouger. Et ce que je peux dire vous dire, c'est que même au niveau où nous sommes aujourd'hui, et nous avons quelques intrants qui nous ont été donnés par nos aînés et qui nous permettent de dire que la société civile, celle actuelle et celle à venir, sera très dynamique, sera très engagée. Vous l'avez dit, je reviens de Dakar et je peux vous dire que nous avons fait la fierté du Bénin de l'autre côté. Nous avons fait la fierté du Bénin parce que les gens s'étonnent que des jeunes comme nous puissent quand même être à ce niveau. Et bon, donc je dis, je ne veux pas baisser dans le pédantisme, mais vous êtes des journalistes, vous avez le temps d'accueillir les collègues à moi, jeunes ou moins jeunes ou plus jeunes que moi, tout et tout ici. Vous avez le temps de nous évaluer parce que c'est vous et les téléspectateurs qui nous évaluent. Et également, ce sont nos aînés qui nous évaluent par rapport à ce qu'ils nous ont légué, par rapport à ce qu'ils sont en train de nous léguer. Et je vous dis qu'aujourd'hui, nous avons les entrants nécessaires pour assumer ce rôle. Et justement, ce rôle-là, ce qui nous importe dans ce rôle, c'est justement ce temps un peu, on va dire, de trop de disputes que nous traversons. Dans ce temps-là, les écrits notamment, puisque vous êtes un peu plus 0.2, les écrits, comment personnellement vous, Landry, vous les évaluez? Parce que nous lisons tous, parfois ce n'est pas agréable. Comment est-ce que vous évaluez les écrits? Vous savez,
En toute chose, il faut avoir le courage, il faut avoir le cran, il faut avoir des ambitions et savoir là où on va. Et quand vous avez des ambitions, il faut avoir les moyens d'y aller. Vous savez, on ne croise pas les bras pour réussir. La réussite, ce n'est pas faite pour des gens qui ont la peur dans le ventre, pour des gens qui ne peuvent pas s'engager. Vous savez, l'engagement citoyen, comme on le dit, c'est une richesse à valoriser, surtout quand il s'agit de l'engagement des jeunes. Et par rapport aux écrits, c'est une question d'audace, c'est une question de cohérence, c'est une question de pertinence. Quand vous êtes pertinent envers vous-même, quand vous êtes sérieux envers vous-même, quand vous savez que vous portez un nom et quand vous savez qu'en vous voyant on pense à une mère, à un papa, à des frères, à des cousins, à une localité, cela joue en vous et vous dites que avant de prendre un test, avant d'écrire, et vous devez vous assurer que ce que vous écrivez est très cohérent et très pertinent. Et je peux vous dire que moi par exemple, quand j'écris et que je suis à des activités où je vois que des fois je suis cité même sans être référencé par nos patrons, nos aînés, nos professeurs et autres, je me dis cela voudrait dire que vous êtes suivi. Et quand vous êtes suivi, cela vous encourage davantage à vous prendre au sérieux. Et aujourd'hui, quand moi je vois des écrits, vous savez, quand vous voyez des écrits, c'est vrai, vous pouvez déjà identifier si cela est pertinent ou pas. Quand les gens s'amusent, on sait. Quand les gens parlent des choses conséquentes, on sait. La question n'est pas nécessairement de vouloir chercher à avoir raison, mais la pertinence des arguments que vous évoquez. Et je vous ai dit, à la société civile, nous, on n'a pas autre chose que de nous référencer au principe. Au principe, et quand on a la chance de faire une organisation de droits de l'homme, nous, on se focalise sur les questions de droits de l'homme, donc les principes que nous prenons et nous rappelons, voilà les principes. Et mis à part cela, on n'a pas des avis aussi personnels. Les avis personnels, c'est pour les débats de chambre, de salon, de couloir et autres. Mais ce que nous écrivons et autres, c'est sur des principes. Et quand les gens ne sont pas d'accord, on dit donc vous n'êtes pas d'accord avec des principes, mais pas avec nous, parce que nous ne sommes pas des dieux pour fabriquer des principes. Nous rappelons juste les principes. Et je peux vous dire que la génération dont vous avez parlé aujourd'hui, quand vous la suivez très bien, c'est une génération, en tout cas pour ma part, qui nous rassure, qui rassure la nation béninoise, qui nous dit que avec tout ce qui se passe, je peux vous dire que tout ce qui se passe également contribue à la révélation de cette génération. Et le Bénin révélé dont parlait certainement le chef de l'État, c'est aussi ça, peut-être qu'il ne le sait pas, parce que plus on est dans une situation de crise, plus on est dans une situation d'injustice, de restriction de liberté et autres, plus nous autres, nous avons la tâche, plus nous autres, nous réfléchissons, nous comprenons davantage, nous allons chercher davantage. S'il n'y avait pas ces genres de situation, chacun se serait contenté du minimum qu'il a dans sa tête. Mais aujourd'hui, le Bénin est en train d'être révélé par ces jeunes dont vous parlez. Allez, Sénat Léa Glagou, la révélation, avec notamment cette relève de la société civile 0.2, même au niveau de la presse, bien évidemment, vous savez de quoi nous parlons. Alors, votre réaction, est-ce que vous êtes aussi rassuré, optimiste comme Landry? Voilà. C'est la partie où je sens que je ne vais pas nous défendre. Quand je dis nous, c'est nous journalistes d'abord, puisque tout à l'heure j'ai défendu notre rôle de préservation de la paix. Mais je suis désolée, vraiment désolée, et pas du tout rassurée de me rendre compte que, au nom de cette génération 0.2, qu'on arrive à mettre à mal l'équilibre de son pays. Moi-même, je suis sur les réseaux sociaux. Les images, je suis très engagée. Mais des fois, je ne me départis pas de mon rôle de journaliste parce que je sais que tout ce que je vais écrire peut porter préjudice. Et cet enjeu, beaucoup d'entre ces jeunes-là ne le voient pas. Parce qu'il y en a qui pensent que oui, l'Internet est là, oui, le Web 2.0 est là, oui, c'est un espace de liberté, un espace d'expression, c'est une bonne chose. On ne peut pas dire que ce n'est pas une bonne chose, parce que ça permet de savoir ou de connaître davantage cette jeunesse que nous avons aujourd'hui au Bénin. Mais j'ai une interrogation, je ne sais pas si je vais pouvoir y répondre moi-même, mais je laisse cette interrogation dans la tête de chaque jeune béninois. Est-ce que parce que je suis jeune de la société civile, activiste web, ou engagé sur les plateformes Internet, que j'ai le devoir de détruire mon pays? Oui. Parce que vous savez, souvent même dans nos familles, quand on vous éduque, on dit, on ne peut pas t'interdire ci, on ne peut pas t'interdire ça. Mais à des moments donnés, comme l'a dit Landry, quand tu veux agir, rappelle-toi que tu viens d'une famille. Et moi, quand j'agis, je me rappelle toujours de ce que je viens d'une famille. Et quand j'agis, je me rappelle toujours que je porte un nom qui ne m'appartient pas. Et si d'autres avaient malmené ce nom-là, je ne serais peut-être pas là aujourd'hui à être fière, même si dans cette autre famille, c'est aujourd'hui que certains noms de famille se révèlent et s'affirment dans l'espace béninois. Je le dis parce que vous savez, quand vous avez vécu
l'impact négatif que ces jeunes-là peuvent avoir sur votre vie, combien ils peuvent vous détruire en quelques secondes. Vous pesez la dangerosité de l'âme qui est dans leurs mains, dont ils ne savent pas toujours user. Landry l'a dit, oui, ils ont reçu l'expérience des plus jeunes, des plus âgés. Il y a les tests qui sont là. Lui, il sait qu'il doit se recadrer. Il sait qu'il ne peut pas écrire n'importe comment. Mais combien sont ces jeunes qui savent qu'il ne faut pas écrire n'importe comment? Parce qu'il y en a qui n'ont pas du tout reçu de formation, qui ont juste les téléphones portables à portée de main et qui écrivent n'importe quoi, qui relaient n'importe quoi. Et je l'ai dit, nous, on est journalistes. Nous, on est acteurs de la société civile. Notre responsabilité est dangereusement engagée. Et quand on va vouloir nous punir parce qu'à un moment donné, on a mal fait notre travail, on ne nous regardera pas en tant qu'enfants, on nous regardera en tant qu'adultes parce que nous devons être responsables de ce que nous avons écrit. Tout cela pour dire que oui, on peut utiliser les réseaux sociaux, on peut utiliser l'Internet pour porter son opinion, c'est une bonne chose. Parce que là, quand tu prends ça, tu sais peut-être que Kader, il est un journaliste politique, tel autre est socialement engagé ou juridiquement. C'est une bonne chose. Mais c'est une âme très dangereuse qui peut détruire un pays. Et si votre pays est détruit, je ne suis pas sûre que Landry aille à ce colloque ou à cette réunion-là et puisse être fier de dire « je suis béninois ». Parce qu'automatiquement, on va le dire « mais quand même dans ton pays assis, je suis sûre qu'il a vécu ça. Je suis sûre qu'il a des moments où il s'est senti tellement si petit qu'il a eu envie de repartir chez lui, de ne pas participer parce que des jeunes comme lui ont eu à écrire des choses. Et je pense que si je suis citoyen que je regarde cette émission aujourd'hui, même si j'ai un téléphone Android, en voulant écrire, je réfléchis pas 1000 fois parce que la parole est sacrée, comme le disent les grandes personnes. Et quand vous sortez quelque chose de négatif, ça impacte. Les personnes sages disent souvent qu'il vaut mieux sortir de la bouche des bénédictions. Parce que là, ça n'a pas d'impact négatif. Ça a des impacts positifs. Mais quand vous sortez quelque chose de négatif, le poids spirituel que ça a, vous allez même voir que même l'Église catholique ou les religieux, comme l'a dit Kader, quand ces personnes veulent parler au peuple, ils choisissent les bons mots. Des mots qui ont une tonalité qui peuvent positivement agir. Et ça, les jeunes pensent qu'il faut parler. Pourquoi on ne parle pas pour parler? Vous allez même voir que souvent, quand on finit ici, on fait des débats, on dit, mais qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que c'était? Est-ce qu'on aurait pu, pour que prochainement, on ne puisse pas refaire les mêmes erreurs? Oui, moi, je veux d'une jeunesse engagée. Sur les plateformes Internet, c'est une très bonne chose. Engagement, mais réflexion d'abord. Mais responsabilité et réflexion. Oui, réfléchissez. Non, ils réfléchissent avant d'écrire. Ah, okay, mais juste qu'ils ne sont pas responsables ou ils ne veulent pas être responsables de ce qu'ils écrivent après. Parce qu'il y a des tests qui sont dans la République. Aujourd'hui, nous avons, qu'on le veuille ou non, malheureusement pour nous, nous avons le code du numérique, nous avons le code de l'information. Nous avons ces différents tests qui régissent, par exemple, les journalistes. Le code du numérique, c'est pour tout le monde. Et quand vous ne maîtrisez pas les tests et que vous écrivez n'importe comment, au moment d'être puni, vous criez. Et on dit qu'il y a privation de liberté ici. Moi, je préfère dire quelque chose dont j'accepte être responsable parce que je l'ai fait dans les règles de l'art que de dire des choses que je ne pourrais pas justifier demain parce que je n'ai pas pris le temps de réfléchir et d'être assez responsable. Oui, moi, je veux porter mon nom. Je veux que le nom de ma famille aille loin. Kader Achirou certainement veut la même chose. Qu'on parle de lui comme une star. Oui, oui, tout le monde le veut, mais en prenant conscience que ça ne nous impacte pas négativement. Et c'est ce rôle-là, c'est là où dangereusement le travail est. Et nous avons tous une responsabilité. Moi, je ne dis pas que je suis parfaite. Et chaque jour que je fais, j'apprends des aînés, j'apprends des plus jeunes. Moi, j'écoute les plus jeunes, je dis, qu'est-ce que tu penses de ceci? Je pense telle chose. D'accord, tu aurais pu, oui, je l'ai dit parce que, bon, d'accord, tu aurais pu ne pas. On apprend chaque jour au quotidien. C'est pas parce qu'on est devenu génération 0.2 ou 2.0, comme vous voulez, ou génération Internet 2.0, qu'automatiquement, on a le droit de créer n'importe comment. Combien de fois avez-vous vu ces personnalités-là? Quand je dis personnalité, des gens qui ne sont forcément pas en politique, qui ont la science, écrire n'importe comment. C'est vrai aussi qu'aujourd'hui, j'incrimine les jeunes parce que je fais partie de cette jeunesse. Mais excusez du peu, il y a aussi cette grande personne, ces aînés-là, non, je ne sais pas s'ils sont 2.0, mais qui franchement écrivent des choses qui décrédibilisent cette société civile-là. Vous dites, mais pourquoi lui il fait ça? Lui, il n'aurait pas dû faire, parce que c'est un moment qui devrait être des leçons. C'est vraiment dommage. Mais je pense qu'en tant que jeune, on a une conscience,
on a un cerveau qui réfléchit. Et comme il le dit avant d'écrire, réfléchissons. Ce n'est pas parce que les aînés l'écrivent que nous devons l'écrire. Et ce n'est pas parce que tout le monde l'écrit. L'exemple peut venir d'un jeune, c'est possible. Ça. Non, c'est pas possible. Ça doit être ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui sommes habitués à ces outils-là, plus que les personnes âgées, nos aînés et autres. Et donc, nous avons à faire très, très attention. Sinon, on peut enflammer le pays. Sur ce plateau, l'un des plus connectés, sinon le plus connecté, c'est certain, c'est Kader. Kader, vous lisez. C'est sûr, c'est à deux mains en fait. Il est connecté à deux mains et ça se vérifie. Alors, vous lisez la posture, donc les postures, et même le niveau de responsabilité de cette génération de société civile 2.0 là. Comment est-ce que vous l'appréhendez? Comment est-ce que vous la lisez? Non, il faut dire simplement, en toute honnêteté et sincérité, qu'il y a quelques oisifs sur les réseaux sociaux. Des oisifs carrément. Sont de véritables calamités intellectuelles qui, sur les réseaux sociaux, sont tout le temps dans les émotions, qui, à longueur de journée, sont là à effectuer des posts au nom de la société civile, mais ne sont pas de la société civile, mais des posts partisans. Je crois qu'ils sont nombreux et ils sont fertiles en imagination. Quelques-uns parfois tombent sous le coup des législations, bien que contestées, que controversées, votées. Mais je crois que le problème que nous avons aujourd'hui véritablement, c'est l'utilité et l'usage de ces réseaux sociaux aujourd'hui. Ces réseaux sociaux qui sont venus dans un univers où les jeunes qui n'avaient pas de quoi, je dirais, se distraire, se retrouvent tout le temps plongés le crâne dans leur smartphone à peut-être voir qu'est-ce qu'il faut écrire sur telle personne, qu'est-ce qu'il faut raconter sur telle personne, qu'est-ce que je peux inventer pour avoir beaucoup plus de vues, beaucoup plus de j'aime. Et donc, ne soyez pas surpris qu'on dise qu'on vient de voir Latif Boni tout de suite, peut-être dans les arcanes de telle personne. Ne soyez pas surpris, on imagine ce qu'on veut. À telle enseigne que quand vous voyez d'autres écrits, vous vous posez la question de savoir est-ce que c'est vérifié, est-ce que c'est vérifiable. Et l'autre problème, Sénat Léa Glagua parlait tout à l'heure de nos aînés, il y a des aînés sur les réseaux sociaux, ça je confirme, qui devront servir l'exemple vraiment. Je ne trouve pas les mots vraiment modestes pour les traiter, mais ce sont des aînés qui sont irresponsables, pour le dire ainsi, pour ne pas choquer certaines personnes. Parce que quand vous voyez un aîné qui verse dans la bouderie, qui se met à insulter dans les injures, quand vous voyez un aîné qui, parce que un ami à lui ou un parent à lui aurait été heurté par une décision de justice ou peut-être aurait été heurté par une légalité, se met à insulter quelqu'un qui ne pourrait peut-être pas égaler jusqu'à la fin de ses jours, vous posez la question de savoir est-ce que c'est un rôle de la société civile ou bien c'est une inimitié envers une personne ou bien c'est une haine envers certaines personnes. Et cette haine, il faut le noter, il faut le dire véritablement, nous la lisons sur les réseaux sociaux. Il y en a qui bavent de colère, il y en a qui bavent de haine contre soit le régime en place ou contre les opposants. Et ça, vous le lisez tout de suite. Il y a des papiers sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas besoin de lire 2 phrases avant de savoir que véritablement celui-là, véritablement, c'est un anti telle personne ou peut-être un partisan de tel. Et donc dans cet univers, nous avons une frange de jeunes, dont j'en fais partie également, qui se disent être peut-être étudiants pour d'autres être membres de la société civile, alors que je n'ai jamais eu, pour ceux dont je lis les noms, je n'ai jamais vu leur appartenance à une véritable société civile. D'autres se disent même journalistes. C'est là véritablement le problème. Et c'est là que je vais être longuement bref pour dire, ceux qui s'appellent journalistes aujourd'hui, on se pose des questions sur ceux qui se disent aujourd'hui journalistes parce que nous sommes tellement nombreux, surtout avec l'avènement des réseaux sociaux, avec l'avènement des nouveaux médias, il y a beaucoup de journalistes. Il y en a qui avec une tablette sont déjà journalistes. Sans effectuer une école, se mettre peut-être à une activité, ils vous barrent, je dirais, la vue à vous qui êtes journaliste, peut-être venir avec une caméra, avec leur tablette, ils disent, c'est eux qui font le travail, c'est eux qui donnent l'information. Et donc, dans les émotions, ils peuvent passer les bourdes qui sont en train d'être dites dans la conférence de la rédaction et que le professionnalisme vous recommande à vous d'enlever au niveau du traitement. Parce que moi, j'estime que toute personne qui ne fait pas un traitement de l'information n'est pas journaliste. En tout cas, c'est ce qui a été enseigné dans les écoles de journalisme. Donc, du moment où vous ne faites pas de traitement des informations et que vous êtes dans les émotions, vous êtes dans l'obtention ou la recherche effrénée du scoop, et que dès qu'il y a une conférence de presse ou bien un point de presse, vous voulez passer intégralement ce qui est dit, même si l'autre fait ce qui... C'est vrai qu'il y a des situations de direct. Même la télévision normale, classique, fait des directs. Mais tout ne doit pas être diffusé en direct. Mais
Vous sentez que les gens sont dans les émotions, ils veulent véritablement faire passer cela et ça pose un problème. Et donc aujourd'hui, nous ne savons pas véritablement qui est journaliste. À tel enseigne que vous-même qui vous appelez journaliste et que vous êtes peut-être dans les premières années de votre profession, quand vous appelez des gens, il y a un doute qui enveloppe les acteurs que vous interpellez parce qu'ils se disent c'est quel journaliste cela. D'autres estiment que peut-être vous venez peut-être pour les espionner, d'autres estiment peut-être que vous êtes mandaté par un politicien ou par une autre personne, d'autres estiment également peut-être que vous venez peut-être pour l'escroquer. Et ça, c'est légion aujourd'hui. Donc, dans ce cafouillage, je crois que les lois sont là. Elles sont votées, elles sont en train d'être appliquées, mais le problème c'est que même quand les lois sont appliquées, on estime que non, il y a une subjectivité à ce niveau donné. Et c'est là où moi je me pose des questions de savoir véritablement qu'est-ce que nous voulons véritablement dans ce pays. Quand nous constatons qu'il y a des dérives qui sont effectuées sur les réseaux sociaux et que tout de suite on peut dire Léa Sénan Glago, on peut prendre toute une journée à diffamer son nom. J'en ai été témoin où j'ai lu des insanités sur sa personne, où des gens n'ont même pas suivi l'émission en question, mais qui ont déverser des insanités. Quand vous lisez cela toute une journée, vous voyez que c'est des gens qui l'ont fait et qu'on décide de les punir par la loi parce qu'ils ont eu à dire des choses qui n'ont pas été, qui ne sont pas vérifiables, qui ne sont pas vérifiées, et que ces personnes estiment que non, c'est parce que peut-être telle personne est partisan du pouvoir qu'on veut l'interpeller par la justice. Alors là, vous posez des problèmes. Et dans la même foulée également, vous constatez, et là, je vais le dire aussi avec beaucoup de modestie, de ces personnalités qui créent des profils anonymes, avec peut-être parfois leurs photos, peut-être de faux profils, mais ils sont là. Aux gens que tout ça est traçable. Manipule l'opinion. Vous voyez peut-être une photo avec un acteur politique charismatique, son profil est là, il se met à mettre des posts, et ces posts sont effectués pour peut-être jauger je dirais, la manière dont l'opinion publique nationale et internationale va prendre cette prise de position. Et dès que on voit que l'effet background, on voit que c'est bon, il est positif, il est négatif. Quand c'est positif, vous voyez que la page officielle vous publie l'information. Mais quand c'est négatif, tout de suite on vous dit non, que c'est un faux profil et que ce sont peut-être les cybercriminels qui ont diminué de manière très considérable aujourd'hui, avouons-le, qui sont eux qui sont derrière cette action. Je crois que les jeunes doivent beaucoup plus être responsables. Là, ça donne à des occupations plus bénéfiques que de placer leur temps dans ces plagiats qui croient être de haute portée. Le temps n'est certainement plus à des philosophies puériles et stériles. Quand on est jeune, il faut travailler. Et pour travailler, même s'il faut travailler avec son smartphone pour gagner de l'argent, il faut faire un travail responsable. C'est même s'il faut écrire tout le temps des posts en faveur de Landry pour faire son apologie, que ce soit des posts responsables, mais que l'on ne soit pas dans du sentimentalisme, qu'on ne reflète pas l'image d'un valet. Kader Achilou a été longuement bref. Essayer de rendre service à quelqu'un. Landry, comment faire alors pour essayer d'éviter tout ça sur la toile? Oui, je pense qu'avec les deux interventions qui m'ont précédé, la réponse y est déjà. Et c'est une question de responsabilité. Oui. Vous savez, quand on a un enfant, chacun sait comment... Voilà, il y a aussi cela, vous savez. Parce qu'il faut dire que déjà, tel qu'il a dit, c'est que nous avons un ordonnance juridique au Bénin, que l'on soit d'accord ou pas, c'est vrai, que cela continue d'animer la controverse, mais il y a quand même une législation. Et quand vous n'avez pas connaissance ou bien quand vous feignez ne pas avoir connaissance de ces tests, heureusement qu'en droit, il n'y a pas de... Je ne savais pas qu'il y avait un test. Il n'est censé. Donc, on vous appliquera les tests. Et c'est là où cela paraît un peu bizarre. Et c'est là où je dis, quand vous avez pris votre temps à méprendre les tests de la République, alors qu'il y a des tests qui vous interdisent de faire ci, de faire ça, et quand vous le faites, vous allez demander à ce que la société civile réagisse. Mais la société civile est-elle là pour cautionner l'illégalité? La société civile est-elle là pour cautionner les déviances? Mais non, je pense que non. Non. Et il y a des tests de la République. Donc ce que nous pouvons faire, c'est de dire aux gens qu'il y a des tests. Vous pouvez ne pas être d'accord. Dans une République, c'est aussi ça. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais c'est fait qu'il y a des tests. Qu'est-ce qu'on fait? On respecte les tests ou on n'est pas d'accord et on vous applique les tests. Vous avez le choix. Chacun a le libre arbitre de son choix. Et c'est pour vous dire que ce qu'on peut faire, c'est que c'est une question de responsabilité. Et vous savez, porter un nom, ce n'est pas une question d'amusement. À moins qu'on ne sache pas d'où est-ce qu'on vient. À moins qu'on ne sache pas, parce que quand vous avez un nom, vous savez que vous avez un nom. Et votre défi à vous, c'est de contribuer au rayonnement du nom. Au rayonnement, voilà, au rayonnement de ce nom. Et parce qu'on vous l'a légué, madame l'a dit, le nom ne vous appartient pas, vous allez également le léguer à vos enfants, et ainsi de suite. Et c'est comme ça, quand vous avez cela en tête, je ne vois pas que l'on puisse s'asseoir, prendre son clavier, se mettre à écrire du n'importe quoi.
Quand vous avez écrit, quand ça vous prend d'écrire, on réfléchit, on prend des heures, et il a dit, on prend des heures, des jours. Vous écrivez, vous enlevez, vous écrivez, vous enlevez, vous écrivez, vous enlevez, jusqu'à ce que vous vous rendez compte que, bon, maintenant c'est parfait. Vous pouvez publier. Et quand vous le faites, les gens vous lisent et vous considèrent. Les gens vous relaient même, c'est cela. Oui. Mais quand vous permettez d'aller attaquer une honnête personne sur la toile, quand vous permettez de dire du n'importe quoi, déjà on sait que vous êtes un plaisantin d'abord. Et comme il l'a dit, malheureusement je vais devoir le répéter, que vous êtes un oisif. Vous savez, on peut être oisif et ne pas se mêler à des cas de déviance. Quand vous n'avez rien à faire, c'est mieux de dormir à la maison, de suivre la télé. C'est mieux, vous voyez. De jouer au ludo, peut-être on peut jouer au football, peut-être on peut avoir un avenir au niveau du football. Donc on peut s'occuper utilement, même quand on n'a rien à faire. Mais quand vous n'avez rien à faire, que vous permettez de... Et vous savez ce qui est dangereux dedans, c'est le cas de quelques années dont ils ont parlé. Malheureusement, je n'aime pas parler de ça parce que j'estime que ce n'est pas bien saignant. Mais il se fait que des fois vous constatez cela. Vous constatez, vous êtes choqué, vous vous rendez compte que, bon, finalement, comme il n'y a plus de modèle dans la République, et on comprend alors les jeunes, est-ce que vous voyez? Et ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un test. Et surtout, la période dans laquelle nous sommes. C'est ça qui m'inquiète beaucoup. C'est une période où on n'est pas beaucoup d'accord avec tout, et puis chacun trouve que la liberté... Parce que c'est aussi ça, la malcompréhension que nous avons quand on parle de la démocratie. On dit oui, c'est la liberté. Vous voyez, des gens le disent même à côté de vous, vous le regardez, vous vous rendez compte que, ah mais, il ne sait pas de quoi est-ce qu'il parle. Est-ce que vous voyez? Donc c'est d'amener des gens à comprendre que, mais, ce n'est pas la liberté et le libertinage ne sont pas synonymes. Il faut faire attention et il faudrait que les gens puissent respecter les tests. Et quand vous ne voulez pas respecter les tests, il faudrait que les gens puissent penser à leur nom, puissent penser à leur maman, à leur papa et autres. Parce que sur les réseaux sociaux, en tout cas, pour ceux qui aiment de ma part, moi je ne relève pas de n'importe quoi. Parce que quoi, je suis ami à ma maman, à mes oncles, à ma tante et autres. Et donc vous voyez que je ne peux pas, et encore avec mes enseignants et autres, donc, comprenez que je ne puisse pas relayer et des tests un peu bizarres. Très tôt, vous serez frappés. Non, juste ajouter que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Et vous savez, automatiquement, quand vous relayez de n'importe quoi, les premières personnes qui vous attaquent, ce sont votre famille. Qu'est-ce qui se passe? Tu as fait quoi? Tu as dit quoi? Tu as dit quoi encore? Ben, ça veut dire que tu es habitué. Oui. Et je pense que aujourd'hui, l'autre chose qui est à dénoncer, c'est que des jeunes pensent que écrire n'importe quoi, c'est un moyen de se faire de l'argent, de se faire un nom. Et d'être... Ils ne sont pas pris en otage, ils ont décidé d'être pris en otage. Il y a une différence. Parce que vous et moi, nous faisons difficilement ce métier. Mais ce n'est pas pour autant que nous acceptons prendre de l'argent chez quelqu'un pour nous adonner à ce jeu-là. Parce que nous sommes conscients que nous avons un nom et que nous avons un avenir à gérer. Et je pense qu'on ne peut rien interdire à personne. Mais quand vous décidez d'être dans un rôle, de jouer une mission ou d'être porté par une idéologie, vous en êtes responsable. Et quand le moment vient qu'on vous prenne, vous subissez les rigueurs de la loi. La loi est dure, mais c'est la loi. Je ne dis pas aujourd'hui, c'est vrai que des gens vont nous regarder et se dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent? On connaît leur position. Oui, il n'y a pas de souci, on connaît nos positions. Il n'y a même pas de problème. Chacun doit avoir dans la vie une position. Mais malheureusement, quand vient l'heure où vous êtes pris au piège, vous êtes seul. Et vous ne voyez pas ces personnes qui, à un moment donné, vous promettaient monts et merveilles. Et mes parents ont toujours dit quelque chose. Si la vie était si facile, est-ce que je vais m'échiner à faire tout ce temps dans la fonction publique pour t'assurer un avenir? Si la vie était si facile, est-ce que tu serais obligé toi-même de faire ces études-là, de faire tous ces efforts-là au quotidien pour t'assurer un avenir? Simplement pour dire que la vie n'a jamais été facile pour personne. Ce n'est pas un coup de baguette magique qu'on lance pour avoir tout ce qu'on veut. C'est une question de responsabilité, d'effort au quotidien, de sacrifice, d'acceptation, de traverser des épreuves même difficiles. Nous parlons tous ici, excusez du peu, je ne dis pas que c'est le cas, mais combien sommes-nous aujourd'hui à savoir comment notre journée sera aujourd'hui? Et pourtant, nous avons accepté de venir faire ce sacrifice, nous réveiller tôt pour faire ce travail. Pas parce que c'est facile, mais parce qu'on s'est dit... En si bonne journée de fête. En si bonne journée où on aurait pu faire une grasse matinée. Mais parce qu'on sait que c'est important. Merci mon frère. Rester en famille, s'amuser. C'est pour dire simplement que il y a des sacrifices qu'il faut accepter de faire quand c'est pour le bien commun. Mais quand c'est des sacrifices pour l'intérêt personnel qui ne vous arrangent pas, qui peuvent vous porter à préjudice plus tard, il faut les refuser. Voilà. Alors, je dirais très rapidement pour finir que, comme je disais tout à l'heure, cette jeunesse est prise en otage par les acteurs politiques qui les instrumentalisent à coup de rejetons pour obtenir des services. Parce que cette jeunesse reste aux côtés des acteurs politiques pour une simple raison, parce qu'elle espère un jour
être devant la scène, elle espère un jour être en position de décideur. Et donc, les politiques leur font miroiter des choses qui sont irréalistes. Et donc, c'est dans ce irréalisme qui reste et ils espèrent que un jour, ils pourront avoir la gloire. Un jour, on pourra aussi clamer leur nom de politicien. Parce que, n'oubliez pas aussi le discours qui est tenu par certains acteurs politiques. Quand ils ne sont pas en accord avec le pouvoir en place, c'est qu'ils sont dans la poursuite de faire comprendre aux jeunes que par le passé, nous, quand on était jeunes, on ne s'est pas laissé faire. Nous, on a été virulents. Nous, on a été très durs. Nous, on a été ci, on a été ça. Regardez tel pays. Alors que, comme je le dis très bien souvent, il n'y a pas de modèle. La démocratie n'est pas une photocopie à venir recopier ici, à venir plaquer quelque part. Non. Je crois qu'à chaque pays doit avoir ses réalités démocratiques. Et en dehors de cela, l'autre chose que je vais dire pour finir par rapport aux législations en vigueur, la loi, qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle est la loi et elle doit être respectée. Bonne ou mauvaise, la loi est souvent due. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je finirai par là, j'ai dit, pour une juste guerre, préférons une juste paix. Si aujourd'hui nous estimons que pour se rendre justice, c'est la guerre qu'il faut, au nom de la paix qui n'a pas de prix, et que nous ne savons pas quand ça commence et quand ça finira, préférons la paix, laissons ceux qu'ils doivent faire ce qu'ils doivent faire et attendons notre moment, parce que la vie, qu'on le veut ou non, c'est une alternance. Au moment où certains étaient en train de souffrir les affres d'autres personnes, mais ils ont été patients, ils ont attendu que l'autre fasse sa gloire, que l'autre fasse, je dirais, son one-man show, pour que Dieu puisse lui accorder la bénédiction et la pacificité de pouvoir aujourd'hui être aussi aux manettes. Donc, si lui aussi abuse de certaines personnes aujourd'hui, alors la vie, c'est un cercle, et ce cercle-là, ça tourne toujours. Un jour, votre heure viendra, votre heure sonnera. Ça ne sert à rien de rester dans les émotions, ça ne sert à rien d'agiter ou d'instrumentaliser les pauvres, je dirais pas oisifs, mais les pauvres désœuvrés avec des billets de banque pour même ils n'ont qu'à prendre conscience. Allez, merci beaucoup.